Amis cinéphiles, bonjour, c'est François et je poursuis aujourd'hui ma série de vidéos consacrée à la narration au cinéma avec un cas très particulier. Quand on évoque les dialoguistes au cinéma, on se réfère immédiatement à Quentin Tarantino, ce à tort ou à raison. Les initiés francophones, eux, vont se référer à Michel Audiard. Or, en réduisant l'art du phrasé à deux hommes, c'est ignorer le plus grand talent du 7e art dans ce domaine, qui symbolise quelque part la quintessence du classicisme hollywoodien. Je vais donc vous parler de Joseph Mankiewicz, le réalisateur et scénariste qui a bouleversé l'industrie à partir des années 40 et a inspiré par la suite des figures telles que Pedro Almodóvar, Olivier Assayas ou encore Alejandro González Iñárritu. Bienvenue donc dans un univers entièrement dédié à la mise en scène. Allez, c'est parti! Si John Ford incarne en quelque sorte l'alpha de l'âge d'or du classicisme hollywoodien, Joseph Mankiewicz en est l'oméga. Le réalisateur clôt en effet une période faste pour le 7e art américain, bercé par les westerns avec John Wayne et Gary Cooper, les thrillers d'Alfred Hitchcock ou les films noirs avec Humphrey Bogart. Pourtant, il manquait un élément subtil à l'industrie durant cette ère créative foisonnante, et Joseph Mankiewicz allait lui apporter avec fracas. Celles et ceux qui ont vu Manque de David Fincher sur Netflix auront fait connaissance avec Joseph Mankiewicz à cette occasion, si ce n'était déjà pas le cas. Le long métrage de David Fincher s'intéresse à Herman, le frère aîné de Joseph, célèbre pour avoir scénarisé le fameux Citizen Kane. Or, vous allez me dire, pourquoi évoquer Joseph alors que Herman a écrit le script d'un des plus grands films de l'histoire, peut-être le plus grand? Je répondrai tout simplement, car l'authentique génie de la famille, c'est bel et bien Joseph et non Herman. D'ailleurs, David Fincher le signale au détour d'une conversation entre les deux hommes durant son film. Né en 1909 et décédé en 1993, Joseph Mankiewicz a donc bouleversé l'univers hollywoodien. Herman l'introduit à la Paramount, d'abord pour se charger des sous-titres, puis ses indéniables compétences lui ouvrent des portes et il entame une carrière de scénariste. Son destin bascule quand Ernst Lubitsch, le réalisateur de To Be or Not To Be, est victime d'une crise cardiaque et ne peut assumer la mise en scène du Château du Dragon. C'est à Joseph Mankiewicz qu'échoit cette tâche délicate qu'il va accomplir de manière magistrale. S'enchaînent succès critiques et publics. L'aventure de Madame Muir, Chaîne conjugale, Eve. Il obtint d'ailleurs l'Oscar du meilleur film pour ses deux derniers titres, L'affaire Ciceron ou encore La Comtesse aux pieds nus. Hélas, l'échec de Cléopâtre lui vaut la rancœur des majors, tant le budget fait pharaonique et les projets se font plus rares, jusqu'à son ultime travail, tout aussi remarquable, Le Limier. Quoi qu'il en soit, ses qualités d'écriture, de mise en scène et de direction d'interprète lui ont permis d'attirer les comédiens et comédiennes les plus illustres de son époque, d'Humphrey Bogart à Ava Gardner, de Betty Davis à Elizabeth Taylor, de Kirk Douglas à Laurence Olivier, en passant par Cary Grant ou Gene Tierney. Mankiewicz est un véritable auteur dans le sens premier d'un terme galvaudé désormais, puisqu'il scénarisait lui-même la majeure partie du temps les films qu'il réalisait, avec un style qui lui est propre, hérité tout droit du théâtre. À l'instar de Jean Renoir, Orson Welles ou Laurence Olivier, Joseph Mankiewicz n'a à la base que peu d'affect pour le cinéma. Il préfère en effet l'art noble, le théâtre, en nette baisse de popularité depuis que les foules s'empressent dans les salles obscures. Comme quoi, les conflits entre les divers canaux ou vecteurs culturels ne datent pas de la polémique Netflix-cinéma et qu'elle remonte à bien plus loin. Beaucoup pourraient d'ailleurs reprocher un certain dédain de la part du réalisateur envers un public qui se sentait délaissé par le monde des planches, réservé de plus en plus à une élite. Néanmoins, de par sa démarche formelle, il allait au contraire réconcilier les amateurs des deux camps en se réappropriant le souffle narratif issu du théâtre pour mieux l'injecter dans ses récits. Ainsi, l'action de ces longs métrages, action dans le sens original du terme, c'est-à-dire le déroulement de l'histoire, est dictée par une succession de dialogues qui ne servent pas les événements. Ce sont ces derniers qui reposent par conséquent sur les joutes orales
formidables qui se produisent sous nos yeux. Cette méthode unique à Hollywood pour l'époque convainc rapidement et ne nuit surtout jamais au rythme de l'ensemble. Le mouvement naît des mots et nourrit les multiples thématiques de son créateur, le déni, la vanité, la question des doubles. Comment ne pas évoquer, par exemple, cette scène d'Eve lors de la célébration du futur mariage de Margot Channing. Sa meilleure amie, Karen, s'absente pour des pourparlers avec Eve, devenue l'ennemie commune. S'ensuit une discussion animée. Puis Karen revient à table et l'assemblée ignore qu'elle vient de pactiser avec le diable. Margot fait alors part d'une décision inattendue et Karen rit aux éclats, au point de déstabiliser le groupe pour des raisons qu'elle seule connaît. Cette succession d'éléments mis bout à bout démontre tout le savoir-faire de Joseph Mankiewicz et on ne peut que louer sa capacité à imbriquer chaque rouage dans une vaste mécanique. Et c'est l'instant autopromotionnel, toujours flatteur pour l'ego. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez également jeter un œil au site par ici lescinéphiles.com, au contenu entièrement gratuit. Lien disponible dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y trouver des critiques dédiées aux dernières sorties, ainsi que des dossiers et billets d'humeur concernant aussi bien le cinéma du patrimoine que le cinéma de genre. Et il y a, alors là c'est le moment d'en parler, quelques dossiers consacrés à Joseph Mankiewicz et son cinéma. Et au sein de cette mécanique, la puissance et le choix judicieux de chaque mot s'avèrent prépondérants. Bien avant Quentin Tarantino, Joss Whedon ou Martin Scorsese, Joseph Mankiewicz et ses personnages usaient d'une répartie tantôt appropriée, tantôt maligne, parfois cinglante, souvent blessante. Cruauté et humiliation se dégagent après une réplique acérée qui se conjugue elle-même à une situation embarrassante. Tout concourt alors à l'avilissement des protagonistes, jugés par une force mystérieuse ou insidieuse. Comment ne pas évoquer cette scène de chaîne conjugale, durant laquelle Deborah, incarnée par Jean Quain, est contrainte de danser bien que la boutonnière de sa robe risque de céder à tout moment. Alors bien entendu, je vous spoil tout de suite, ça va arriver. Cette séquence, elle, est précédée par les atermoiements de la jeune femme qui hésite d'abord à se rendre à la soirée en question et qui, suite à une discussion désenchantée, finit par se résigner et accepter aux demandes de son époux. Joseph Mankiewicz soupèse chaque phrase, chaque mot, chaque verbe pour mieux soutenir sa narration. Ce souci du détail se retrouve aussi dans la cohérence des propos émis par ses protagonistes, ceux dans l'intégralité de sa filmographie. Une part de crédibilité entrelace les égos des intellectuels ou le sentiment d'infériorité des membres de classes sociales moins privilégiées. Ainsi, l'échange acide jubilatoire entre Laurence Olivier et Michael Caine dans Le Limier souligne le mépris de l'écrivain envers un coiffeur estimé arriviste. Et comment ne pas évoquer les longs monologues ampoulés et péremptoires de Katharine Hepburn dans Soudain l'été dernier, mettant en exergue la fatuité qu'elle écarte de façon ostensible et masquant le déni dont elle fait preuve. Joseph Mankiewicz, c'est également le metteur en scène qui a placé la femme au cœur d'Hollywood et de ses intrigues, ce dès Le Château du Dragon avec Gene Tierney. Il sublimait les actrices comme peu avant lui, hormis peut-être Howard Hawks, et leur offrait des rôles à leur mesure au sein de ses drames lichés. Surtout, il esquissait des portraits savoureux, iconoclastes et atypiques, en corrélation avec ses préoccupations et les besoins de ses scénarios. Victime, ambitieuse, révoltée, la femme chez Mankiewicz c'est tout cela à la fois et plus encore. Si elle se prête à des jeux de séduction coutumiers au 7e art, elle préfère généralement s'interroger sur leur sort et cherche à s'émanciper, non pas de la société ou de l'ombre masculine, mais plutôt d'un destin peu favorable. Dan Baxter à Elizabeth Taylor, en passant par Linda Darnell ou Ava Gardner, toutes participent au vaste projet de Mankiewicz qui vise, sous son égide, à transcender leur performance plutôt qu'à s'appuyer sur leur sex appeal. Certes, leur beauté est constamment évoquée, que ce soit dans Soudain l'été dernier, L'aventure de Madame Muir, Chaîne conjugale, ou bien encore La comtesse aux pieds nus. Néanmoins, le cinéaste puise dans leur force de caractère un substrat unique pour l'époque, ou comment le charme opère sous la qualité de la diction,
la précision de la gestuelle et la polyvalence émotionnelle que les comédiennes instillent à leurs prestations. Józef Mankiewicz est celui qui a réussi à ce moment-là à capter l'esprit féminin et ses mystères, ses doutes, son ambition et ses faiblesses. Il comprend mieux que quiconque que sa distribution permet, par le jeu qu'elle déploie, de conférer toute la substance à sa narration, même si nulle fusillade, enquête ou course-poursuite se passe à l'écran. Alors, aux qualités de direction d'interprète et de dialoguiste évidentes de Józef Mankiewicz se superpose une vision de la mise en scène emplie de modernité. Il inocule en effet à son art bon nombre d'ingrédients inhabituels pour des entreprises dramatiques. Ou alors il les affine au point de transcender leur usage et de leur conférer un potentiel nouveau, à commencer par les flashbacks. Son frère les avait remis à l'honneur au moment d'élaborer le script de Citizen Kane. Józef, quant à lui, inclura cette mécanique à ses longs métrages tout en sophistiquant leur emploi. Avec lui, les flashbacks ne sont pas uniquement des points de repère temporels permettant d'esquisser des portraits et de retracer des éléments de la vie de tel ou tel personnage. Chez lui, le récit s'ancre dans le flashback dans le but de décrypter des situations bien précises, allant donc au-delà des descriptions psychologiques présentes dans Citizen Kane ou dans Laura. Surtout grâce à un montage astucieux et une pratique judicieuse du parallélisme, il transite entre les époques et ajoute le détail qui fait la différence ou qui sert de référent afin d'expliquer les causes et les conséquences d'un état spécifique. Cette méthode atteint son paroxysme dans Chaîne conjugale, tandis que nos trois héroïnes se remémorent le moment où tout a basculé durant une sortie avec des enfants. Autre petite révolution, l'introduction de twists dans des longs métrages qui n'ont rien à voir pourtant avec le polar ou le thriller, excepté, on va dire, l'affaire Cicéron. Józef Mankiewicz n'entretient même pas le goût du secret, mais plutôt celui de l'illusion ou des désillusions, source de déni. Quand retentit le son des révélations tonitruantes, ce n'est pas pour magnifier ce qui vient d'être éventé. Le réalisateur ne met pas la mise en scène au service du twist. Bien au contraire, c'est le twist qui se soumet à la mise en scène. Il n'est pas un déclencheur ou la clé d'un cheminement final, juste un soutien à une brillante démonstration. Ainsi, le twist de Soudain l'été dernier, ou celui d'Yves, corrobore les dires et confirme les soupçons concernant les protagonistes. Ils ne viennent jamais contredire ou bouleverser les équilibres en présence. Enfin, il y a ce recours à des composants inhérents à d'autres genres, notamment le fantastique ou l'horreur. Ainsi, les spectres de l'aventure de Madame Weir ou du Château du Dragon et les automates quasi vivants du limier prennent corps pour mieux renforcer la tension dramatique. Quant au sort terrible réservé à Sébastien dans Soudain l'été dernier ou au conte de la comtesse aux pieds nus, ils contrastent avec l'atmosphère policée de l'ensemble et sont à l'origine de bien des maux et des épreuves. Józef Mankiewicz n'a pas son pareil pour cultiver l'ambiguïté avec ses quelques ressorts inattendus et chapeaute même les intrigues avec des fantômes inexistants. Les ombres d'Adiros, de Sébastien, de l'époux de Madame Weir ou encore de la femme d'Andrew Wyke constituent davantage que des narrateurs ou des moteurs narratifs hors champ. Ce sont bel et bien des chantres concrets d'inspiration et de rejet. Ce sont des muses inaccessibles. Alors je pourrais encore continuer pendant des heures et des heures de vous parler de Józef Mankiewicz et de son œuvre, tant il a contribué à façonner le 7e art en apportant quelque chose d'inédit, ce brin d'élégance et de noblesse qui a changé à jamais le visage de la dramaturgie au cinéma.